Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, ancien ministre de l'Éducation nationale. Bien sûr, vous publiez chez Albin Michel La Citadelle. Je me disais en préparant cette interview, vous avez été ministre pendant 5 ans, c'est ça? Oui. C'est une question qu'on se pose quand on s'en va. On se dit quelle trace, quelle empreinte, entre guillemets, j'ai laissé comme ministre. C'est une question naturelle. Si on devient ministre, c'est, j'espère, pour faire quelque chose, pour faire changer les choses. Donc c'est important à la fin de se dire qu'a-t-on réussi, que n'a-t-on pas réussi, et de faire. Pardon, c'est pas l'objet du livre, mais c'était aussi, voilà, je me suis dit, tiens, et donc vous répondez c'est quand même quoi? un peu l'objet du livre. C'est pas le seul, vous avez Oui, raison. c'est pas le seul. Mais c'en est un. D'ailleurs, à la fin, je mets même quelques annexes parce que les sujets, notamment relatifs à l'éducation, sans parler des autres sujets qui sont traités dans le livre, mais ces sujets traités en matière d'éducation sont souvent de l'ordre de l'à peu près dans le débat public. C'est-à-dire que très souvent, on a des débats assez superficiels. Et j'essaye, au travers du livre, de faire rentrer un peu plus dans la complexité des choses et surtout de donner des chiffres à la fin pour montrer, par exemple, que l'école primaire française a rebondi au cours des 5 dernières années, ce qui est en général pas su. Ouais, et dans le secondaire, on entend toujours au classement PISA, PIAC, etc., la France décroche. Je vais vous prendre l'exemple de PISA. Tout le monde connaît PISA. Mais il y a 3 grands classements internationaux. Il y a PISA, que tout le monde connaît. Il y en a un autre qui s'appelle PIRLS. Pour ceux qui ne connaissent pas, juste, on réexplique que PISA, c'est... PISA, c'est les élèves de 15 ans dont on mesure le niveau en langue natale, donc français chez nous, mathématiques et sciences. Avec une insistance sur l'un des 3 selon les sessions. Et c'est les élèves de 15 ans, donc 3e ou seconde dans notre pays. Et puis, vous avez PIRLS. PIRLS, c'est beaucoup moins connu, mais c'est aussi robuste que PISA. Et ça, c'est les élèves de 8 ans pour voir leur niveau de lecture. Et puis, vous en avez un 3e qui s'appelle TIMSS, qui, lui, concerne les élèves, disons, du niveau CM1 et du niveau 4e, plutôt en mathématiques. Et donc, ça, ce sera à la fin de cette année qu'on aura le résultat TIMSS. Ouais. Mais nous avons eu la même année, l'année dernière, le résultat de PISA, donc les élèves de 15 ans, et les résultats PIRLS, les élèves de 8 ans. Or, le premier nous annonçait plutôt une mauvaise nouvelle, le deuxième une bonne nouvelle. On n'a donc parlé que du premier, PISA. Mais quand on parle de décrochage, par exemple, c'est faux. Nous n'avons pas décroché, nous avons baissé, comme le monde entier, pour les élèves de 15 ans, à cause de la crise Covid, mais nous avons baissé 2 fois moins que les autres. Donc aujourd'hui, nous sommes au même niveau que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, tous les pays. Donc on n'a pas à s'auto-flageller. Non, bien entendu, les résultats sont moyens et il faut donc rebondir. Et il y a évidemment, j'explique pourquoi nous pouvons rebondir, mais quand il y a des propos un peu à l'emporte-pièce pour dire la France décroche, c'est faux. Si on est rigoureux sur les termes, on ne peut pas dire que la France décroche. La France est dans ce marais européen moyen dont elle doit sortir, mais qui peut s'améliorer la prochaine fois, puisque PIRLS nous dit que la France est le seul pays avec le Portugal à avoir eu le niveau de ses élèves de 8 ans qui ont monté pendant 5 ans, alors qu'il y a eu la crise Covid. Autrement dit, non seulement nous avons limité les dégâts en fermant moins que les autres pays, mais par-dessus le marché, nous avons, par une série de politiques pour l'école primaire, amélioré le niveau en français et en mathématiques de nos élèves. Jean-Michel Blanquer, si c'était à refaire, vous re-signeriez 5 ans aux côtés, comme ministre d'Emmanuel Macron? Oui, sans aucun doute, parce que il y avait des choses à faire et que je considère que j'ai eu pendant 4 ans, j'ai pas dit 5, mais pendant les 4 premières années, les moyens d'agir, avec pendant 4 ans la confiance du président. Mais j'ai connu, et c'est ce que j'explique dans le livre, la situation la plus positive qui soit, et notamment celle qui permet d'avoir la durée, et la situation la pire qui soit, lorsque vous cessez d'avoir cette relation avec le président qui Pourquoi ça permet d'agir. bascule? Pourquoi ça bascule au terme des 4 ans? Alors, justement, j'essaye d'expliquer dans le livre de manière précise, et ça permet au lecteur de se mettre dans ma peau et de comprendre à la fois le fonctionnement interne du gouvernement et puis les politiques publiques en général. Mais le moment où nous distancions avec le président, c'est quand il veut que je me présente aux élections régionales d'Île-de-France et que je pense que ça n'est pas une bonne idée parce qu'on est encore en plein dans la crise sanitaire et que je dois tout simplement me concentrer sur la crise. C'est votre premier désaccord politique que vous avez avec lui? Oui, après on pouvait avoir des débats sur le fond mais qui étaient justement fructueux, enfin qui avaient un intérêt. J'ai toujours pensé que dans une équipe, qu'elle soit gouvernementale ou autre, c'est drôlement bien d'avoir des gens qui pensent un peu différemment et qui sont francs. J'ai toujours joué ça avec le président et c'était très bien. Mais là, sur ce sujet-là,
il a sans doute pensé que Et c'est suite à ça que, dans sa tête, les choses cheminent, le fait que vous n'alliez pas au régional, vous ne vous présentiez Après, la relation change du tout au tout, et si vous voulez, et la dernière année dont chacun a pu noter qu'elle s'est traduite quand même par des campagnes de presse assez violentes à mon endroit, était une année où, en gros, j'étais très seul pour accomplir tout ce qu'il y avait à accomplir, c'est-à-dire la sortie de la crise sanitaire, mais aussi l'ensemble des sujets que nous avions à affronter. Tout ça pour une sorte de se présenter au régional, c'est quand même fou, non? Oui, une petite cause peut avoir de grands effets en politique, c'est loin d'être la seule illustration de cet axiome. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant à souligner par rapport à ça, c'est que tout ça ne doit pas nous amener à une forme de pessimisme ou de fatalisme. Et ça rejoint votre première question. Autrement dit, des choses ont été faites dans cette période et nous avons fait avancer plusieurs facteurs de progrès de l'école. Mais évidemment, le projet que nous avions était un projet sur 10 ans. Et non pas pour que je reste moi 10 ans, 5 ans c'est déjà beaucoup, mais pour qu'une personne me succède sur 5 ans, pour continuer les sillons, notamment après l'amélioration de l'école primaire, l'amélioration du collège, le déploiement aussi d'une nouvelle politique de ressources humaines dans l'éducation nationale. Et tous ces éléments-là, ensemble, faisaient la rénovation du système scolaire sur 10 ans. Au lieu de ça, on a eu beaucoup de zigzags depuis 2022, c'est évidemment ce que je déplore, c'est-à-dire on est passé du record de stabilité, grâce au président, hein, bien sûr, mais il a fallu aussi de ma part un peu de ténacité, sur 5 ans, donc un premier record. Puis il y a un deuxième record qui est celui de l'instabilité, avec 5 ministres en un peu plus de 2 ans depuis 2022. Emmanuel Macron se crée des problèmes, à lui-même des problèmes évitables. Ça, c'est de vous. Vous faites allusion à la dissolution, pas seulement? Non, la dissolution ratée. On peut le dire, dissolution ratée. La dissolution ratée, la dissolution, ça n'est jamais que l'illustration exacerbée de cet axiome. Mais justement, le livre, je l'ai écrit avant la dissolution. J'avais programmé qu'il sorte à la fin du mois d'août sans savoir que dans l'intervalle, il y aurait la dissolution. Donc j'ai ajouté quelques pages pour analyser la dissolution. Mais ce qui est assez significatif, c'est que, au fond, tout ce que je raconte aide à comprendre comment il peut y avoir la dissolution, c'est-à-dire ça, un coup de balle dans le pied, si vous voulez, totalement inutile. C'est pas un conseiller du soir, c'est lui tout seul, on ne saura jamais, on n'est pas dans son cerveau, mais je veux dire, au-delà de ça, et voilà, il se crée lui des problèmes, c'est-à-dire qu'il peut s'auto-crocheter sur des... alors que... Voilà, le président a d'énormes qualités sur lesquelles je reviens, hein, notamment de travail en particulier. On insiste souvent sur ses qualités d'intelligence, qui sont réelles, bien sûr, mais c'est quelqu'un de très travailleur en particulier. Mais ces qualités lui permettent souvent de résoudre des problèmes compliqués que d'autres ne résoudraient pas. Mais par contre, devant des problèmes simples, parfois il n'a pas la réponse qui serait simple et qui... il aura une réponse compliquée à un problème simple. Oui, il réussit les choses compliquées et il peut rater les choses simples. Bon, il y a un bon et un mauvais en même temps dans la personnalité du président. Parce que pour beaucoup, le en même temps, c'est devenu aujourd'hui, c'est une espèce de symbole de l'incapacité à trancher, à agir de manière décisive. Il y a toujours eu un bon en même temps et un mauvais en même temps dans la politique en général et dans la politique française en particulier. La question, le bon en même temps, c'est ce que j'ai suivi en 2017 et qui me séduisait complètement et qui me séduit toujours encore et que je porte aussi avec d'autres, c'est-à-dire le fait qu'on a besoin pour l'intérêt général de savoir dépasser sur certains sujets, parfois pas sur tous les sujets, mais sur certains sujets, dépasser les clivages pour cet intérêt général. L'éducation est un très bon exemple de ça. Vous avez et des enjeux d'exigence vis-à-vis des élèves et des enjeux de plaisir et d'épanouissement vis-à-vis des élèves. Les deux vont ensemble. Il y a un en même temps éducatif qui est évident. Mais c'est vrai aussi sur d'autres sujets, l'économique et le social, la réindustrialisation et l'écologie. Tous ces sujets-là supposent une vision qui rassemble aussi. Et même les précédents présidents de la République, une fois élus, ont la nécessité d'être les présidents de tous les Français et donc de savoir dépasser les clivages. Donc il y a ce bon en même temps. Mais le mauvais en même temps, c'est à mes yeux ce à quoi on assiste malheureusement depuis 2022, c'est-à-dire le zigzag, le fait de dire un jour une chose et le lendemain son contraire. Et ça, ou d'avoir des nominations qui sont contradictoires, des choses comme ça qui font que... Et comment on explique ces zigzags alors ? Je pense que à partir de 2021, et ça explique le titre du livre, le fait d'avoir beaucoup concentré les pouvoirs pendant la crise sanitaire, qui était nécessaire, hein, tous les pays ont fait ça, mais les institutions de la Ve République ont permis au président d'avoir cette concentration entourée de quelques-uns comme moi-même
pour prendre les décisions qu'il fallait pendant la crise. Et donc ça a été, entre guillemets, une bonne chose, il le fallait. Mais néanmoins, l'habitude a perduré par-delà le Covid, ce que j'appelle le Covid long de l'Élysée, si vous voulez. C'est-à-dire que la crise sanitaire a disparu, mais la concentration du pouvoir est demeurée. Et finalement, vous arrivez à partir de 2022 à un phénomène qui lui aussi dépasse la Ve République, qui est la citadélisation du pouvoir quand il dure longtemps. Et donc l'inverse de ce qui était promis en 2017. 2017, c'est l'ouverture, la bienveillance, la participation, le bon en même temps. Et d'un seul coup, les choses se changent presque en leur contraire par une forme de recroquevillement, si vous voulez. Et le recroquevillement peut déboucher sur l'irrationalité, et la dissolution en est évidemment l'illustration la plus forte. Président qui ne déteste pas, je vous cite, les coups tordus. C'est-à-dire ? Alors là, bon, vous insistez sur les points négatifs, évidemment, mais je ne voudrais pas que vos spectateurs pensent que c'est une charge contre le président. J'explique au contraire parfois certaines lignes qui sont tenues et qui permettent des résultats, y compris en matière économique. Oui, on va en parler d'ailleurs. Mais quand je dis il ne déteste pas, ça ne veut pas dire il les aime, mais ça veut dire ça peut lui arriver d'en faire, oui. Bon, sur les macronomiques, ça nous intéresse ici, ils ont permis de faire baisser le taux de chômage en France. Pas comme jamais, mais beaucoup. Aujourd'hui, dans les priorités des Français, il n'y a plus le chômage. Donc voilà, mais tout ça a été en contrepartie lesté d'une dette et des déficits qui sont abyssaux et qui sont pour partie hors de contrôle. Qu'est-ce qui restera pour vous d'un point de vue économique du macronisme ? Comme vous le dites, il y a un actif et un passif, et il ne faut pas non plus jeter l'actif par-dessus bord, notamment justement les traversées de crise et la lutte contre le chômage, l'attractivité du territoire pour les investissements étrangers, la confiance, tous ces sujets-là sont des sujets positifs qui restent positifs. Après, il y a évidemment le sujet du déficit qui est le grand point noir. Et là, si vous voulez, il y avait des choses que nous disions en 2017 et qui ont été en partie respectées, mais pour lesquelles il aurait fallu aller beaucoup plus loin. Et que je dis, moi, encore très fortement. C'est-à-dire que quand on analyse la question des comptes publics, la France n'est absolument pas bizarre ou divergente s'agissant de ses dépenses régaliennes et d'investissement entendues au sens large. Si vous prenez la défense, l'intérieur, l'éducation nationale, la justice, parfois nous sommes même en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. En revanche, là où il y a quelque chose qui est complètement divergent, sur les retraites. C'est les retraites, c'est ce qu'on peut appeler les dépenses de l'aval, si vous voulez, les dépenses de réparation, les dépenses sociales pour l'essentiel, qui en gros retraite, chômage et disons assistance sociale au sens large. C'est toute cette remise à plat, et là nous sommes entre 10 et 15% de la dépense mondiale sociale pour être en étant moins de 1% de la population mondiale. Donc on voit très bien que c'est... Et alors la mauvaise piste, c'est quand on sacrifie toujours plus les premières dépenses, pour combler le tonneau des Danaïdes de la deuxième dépense. Et ce diagnostic-là, nous le partagions avec le président dès 2017. Certaines choses ont été faites, mais beaucoup trop légères. Et on sait à quel point c'était difficile pour le pouvoir de le faire, mais la réforme des retraites, les débuts de réforme de l'allocation chômage, tous ces sujets-là, dans les temps à venir, doivent être remis à plat, dans l'intérêt de tout le monde. Et pour moi, un point qui vient s'ajouter à tout ça, et pour lequel, là aussi, beaucoup reste à faire, c'est la question de l'unité de notre territoire, de la capacité à régénérer le territoire français par-delà la métropolisation qui caractérise notre territoire. Parce qu'en réalité, derrière la question du déséquilibre des comptes publics, il y a la question de plusieurs déséquilibres qui provoquent le déséquilibre des comptes publics, ce qui n'est jamais qu'un révélateur. Et notamment le déséquilibre des territoires, qui fait que vous avez des pans entiers du territoire qui en fait ne vivent presque que d'allocations, si on peut dire, et en tout cas de dépenses non productives. Eh bien, c'est évidemment mauvais pour tout le monde. On a besoin de remettre le pays en action, par le travail en particulier, d'avoir une attention très particulière aux petites villes. Oui, mais il y a un septennat qui est passé, je veux dire. Bien sûr, mais alors, encore une fois, il ne s'est pas rien passé. Vous avez des succès de différents types. Par exemple, France Service, qui a été une décision du président après la crise des Gilets jaunes, est en train d'être une belle réussite pour l'accès aux services publics. Mais on doit jouer sur plusieurs facteurs, 4 ou 5 facteurs, comme la réindustrialisation verte, comme les métiers liés à la transformation écologique dans les territoires, comme bien sûr les services publics, mais pas que, l'investissement économique, le lien social. Tous ces sujets-là doivent être pris à bras-le-corps parce que ce sont ces difficultés de terrain qui, à la fin, génèrent le déficit public. Et donc, il ne faut pas se tromper de diagnostic.
pour prendre à la base les problèmes qui sont ceux de la France aujourd'hui. Ouais. Et un des problèmes, c'est effectivement le déficit. Il y a ce budget 2025, on l'a dit juste avant, qui est lesté a priori de 30 milliards d'euros de hausse d'impôts. Est-ce que ce n'est pas un échec pour le président, lui qui s'est toujours vanté, à juste titre, d'avoir fait baisser les impôts avec la suppression de la taxe d'habitation, avec tout ce qui a été fait. Est-ce que ce n'est pas un peu son héritage qu'il est en train de perdre, économique, le fait de remonter les impôts? En bonne partie, oui, bien sûr. C'est-à-dire que le fait que la situation amène l'actuel Premier ministre à augmenter les impôts est évidemment un revers par rapport à la politique de l'offre qui a été celle du président de la République jusque-là. C'est évident que c'est un virage. Qui a fonctionné, mais qui a été faite à crédit, cette politique de l'offre. C'est peut-être ça le défaut congénital. Bien sûr. Alors, comme circonstance atténuante, on peut parler des crises, bien sûr, comme les Gilets jaunes et la crise sanitaire, bien sûr, qui ont joué un rôle très négatif dans tout cela, mais aussi, effectivement, le fait que n'ait pas pu être pris à bras-le-corps complètement les sujets profonds et structurels qui occasionnent le déficit public. Et on voit bien même que dans le projet de budget actuel, vu les circonstances dans lesquelles il a été fait, on est encore dans des sujets de surface, si je puis dire, et dans certaines facilités s'agissant de la dimension fiscale. C'est impératif que, pour les temps qui viennent, à court et moyen terme, on soit capable d'aller vers des choses structurelles qui vraiment peuvent assainir le budget de la France. C'est possible, mais ça suppose de bien mettre en transparence devant tous les citoyens la situation telle qu'elle est, ne pas l'accompagner de quelque chose de catastrophiste ou de pessimiste, parce qu'il y a la voie d'un... La situation est tendue quand même. Bien sûr, mais elle doit être tendue pour s'en sortir, pas tendue pour être dans un cercle vicieux. Et donc c'est justement cette lucidité pour dire à quel point ça ne va pas. Il l'a dit, Michel Barnier. Il l'a dit, oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut... je veux dire, on ne peut pas lui demander plus que ce qui est possible dans un très court terme qui a été le sien. Maintenant, qu'il va y avoir le débat parlementaire, et surtout qu'il va falloir préparer aussi le budget 2026. Ça arrive. Oh là, ça paraît loin quand même. Non, justement, il faut dès maintenant savoir comment les réformes structurelles vont permettre d'amorcer cet équilibre budgétaire indispensable. L'instabilité politique, Jean-Michel Blanquer, on l'a dit juste avant avec le FCE, coûte 0,2 points l'année prochaine de croissance à la France. Voilà, et la question c'est qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que ce budget va passer ou pas? Sûrement 49.3, après motion de censure. Est-ce que le gouvernement tombe ou pas? Ça dépend de Marine Le Pen. Pardon de résumer un peu les choses, et si je me trompe, vous me le dites. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois là, et dans les prochaines semaines? Nous le verrons. Alors quand on dit ça dépend de Marine Le Pen, c'est un peu vrai, mais c'est vrai si et la gauche et Marine Le Pen votent ensemble, il faut quand même le rappeler. Ouais. Donc tout le monde doit être responsabilité sur la même notion. On ne peut pas dire au gouvernement à la fois, vous risquez si on est le NFP, on ne peut pas dire vous risquez de tomber à cause de Marine Le Pen, et soi-même ajouter ses voix à celles de Marine Le Pen. Je trouve qu'il y a une contradiction dans cet argumentaire. Mais le fait est que c'est vrai que c'est un gouvernement qui ne maîtrise pas tous ces facteurs d'existence, donc c'est un point évidemment très embêtant de manière générale en politique, et donc il faut désormais qu'il y ait une crédibilité de la parole publique, et donc de celle du Premier ministre en particulier, de façon à passer ce cap, et déjà se mettre assez rapidement à parler du moyen terme, montrer quel est le cap, quelle est la perspective. Parce que ce qui manque depuis 2022, et qui ne manquait pas de 2017 à 2022, c'est le cap. Les choses étaient claires. Si vous prenez mon domaine ministériel, l'éducation, nous avions un cap qui était vraiment très très clair et très explicite, et qui parfois d'ailleurs suscitait des oppositions, mais le cap était clair. Et pour que ce soit pour un gouvernement, pour un pays, ou pour une entreprise ou une collectivité, il faut un cap. Il faut que ce cap soit connu de tous. On est d'accord ou pas, mais ce cap doit être fixé. Ouais. Pardon, je ne suis pas un expert, mais si le budget de 2025 passe en 49.3, que derrière le gouvernement tombe parce que motion de censure est votée par les deux, à la fois NFP et RN, le budget ne passe pas. Le budget ne passe pas dans ce cas-là, oui. Et donc on n'a pas de budget, la France n'a pas de budget. Si, par 12e, c'est vraiment la reconduction du budget antérieur et probablement vous auriez dans ce cas-là Alors après, on rentre dans l'inconnu, bien sûr, mais il y aurait dans cette hypothèse constitution d'un nouveau gouvernement, mais avec la même Assemblée nationale, puisqu'elle va rester la même au moins jusqu'au mois de juin. Effets, donc on rentre dans quelque chose de... Vous y croyez, vous, ce scénario-là? Non, j'y crois pas, puisqu'il est tellement inquiétant, si vous voulez, que normalement, il doit conduire les acteurs à être raisonnables. Parce que s'ils ne le sont pas, je pense que les électeurs leur en voudront. Donc je pense que ça doit permettre quand même, pour des raisons qui ne sont pas les plus glorieuses, mais en tout cas de tenir. Mais ce scénario, il existe.
Et dans ce cas-là, évidemment, ce sera complexe et c'est peut-être... on peut imaginer, par exemple, un nouveau gouvernement qui ensuite ferait des lois de finances rectificatives au long de l'année 2025. Mais enfin, c'est vraiment pas le meilleur scénario. Ouais, et dans le pire des scénarios, enfin, dans un des scénarios en tout cas, et j'en ai parlé avec Alain Minck qui était là quelques jours à votre place, sur l'idée qu'Emmanuel Macron puisse démissionner avant la fin de son mandat. On a vu Édouard Philippe quand même se positionner comme candidat à la présidence dans cette configuration. Vous y croyez, ce scénario-là, vous ? En tout cas, c'est un scénario que je n'aime pas aborder parce que... il est auto-réalisateur ? Oui, à cause de ça. C'est-à-dire, moi, je suis très respectueux des institutions. Je pense que c'est important que les mandats soient accomplis au terme qui est le leur. Et je pense aussi que ce serait bien que la France aille mieux assez vite et que ça permette au président de la République de ne pas être aussi, disons... contesté qu'il l'est aujourd'hui, et donc il est important, à mes yeux, qu'il fasse son mandat jusqu'au bout. Donc je pense que les acteurs du jeu politique ne doivent pas, par leurs propos, en tout cas dans ceux qui ne sont pas des extrémistes, donner du grain à moudre à l'hypothèse de l'instabilité présidentielle. On est dans une cohabitation aujourd'hui avec Michel Barnier qui est light. Je ne sais pas comment... Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs formules possibles. Celle-ci a le défaut d'utiliser un anglicisme, mais sinon elle veut bien dire les choses, oui. Bon, merci en tout cas d'être passé nous voir, merci. Donc il faut lire Jean-Michel Blanquer, La Citadelle, au cœur du gouvernement. C'est aux éditions Albin Michel, Jean-Michel Blanquer, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous.